ce que j'étais en train de me dire. Je me dis que j'ai l'impression qu'on ouvre plein de boîtes, tu sais, c'est... Salut, Allô? Allô, Emmanuel? Ça va très bien, toi? ça va, merci. Fait que dans le fond, aujourd'hui, je vais vous présenter peut-être la situation. Donc, on est supposé se poser des questions par rapport à qui on est. Je pense que c'est en écho à la performance que moi et mon collectif, on va présenter, qui parle des dynamiques de pouvoir. Et Amaranta a décidé de nous mettre ensemble pour qu'on discute de ça. Je vais être honnête avec toi, j'ai fait un peu de recherche sur qui tu étais parce que je ne voulais pas arriver. J'ai fait la même chose. Donc, c'est ça, j'ai entre autres découvert que tu as travaillé beaucoup pour la cause de la femme. Tu es ancienne directrice générale du regroupement féministe du Nouveau-Brunswick, si je ne me trompe pas. Exactement. Là, tu travailles pour le réseau des tables régionales. Des groupes de femmes du Québec. C'est ça, voilà. En ce moment, c'est ça, je suis responsable du développement dans ce réseau. Puis je m'intéresse particulièrement aux enjeux d'intersectionnalité. Donc, les femmes à la croisée des oppressions, donc, qui vivent différents problèmes, différents enjeux. Et je m'occupe aussi de l'ADS+, donc à l'analyse différenciée selon les sexes, intersectionnelle, pour évaluer en fait les effets des politiques sur les hommes et sur les femmes. Donc c'est deux sujets là qui m'ont pas mal suivi dans tout mon parcours depuis que je suis dans le communautaire. Puis sinon, j'accompagne des groupes aussi à but non lucratif là, pour les aider avec différentes manières d'améliorer notre travail en tant que féministe, niveau pratique. C'est le passage de la théorie à la pratique parfois qui est difficile. Puis je sais que toi aussi, là, vous êtes pas mal dedans avec le collectif et que ça aussi, c'était des choses qui m'intéressaient. Puis c'est pas mal tout. Sinon, grand enthousiasme. Je pense que la justice sociale me définit pas mal. Je suis née dans un contexte de défense de justice sociale, élevée par une maman monoparentale, d'origine algérienne. Je suis là-dedans. Et que, toi, qu'est-ce que tu dirais qui te définit? Oh mon Dieu, quelle question, c'est tellement philosophique. Alors, ce qui me définit dans mon travail. Ouais. C'est ça, j'ai fondé le collectif Chez Frivole avec un groupe de 8 autres acteurs dans la région au mois de mars, donc dès que le confinement a commencé. Et dans le fond, pour nous, c'était vraiment une opportunité de continuer à connecter pendant la pandémie. La plupart d'entre nous, on n'avait jamais écrit. Moi, je sais que j'écrivais parce que j'étais journaliste avant, je le suis encore aujourd'hui, ça m'intéresse beaucoup. Le journalisme, j'aime faire la recherche, j'aime écrire, ça a toujours fait partie de ma vie. Mais c'était vraiment une belle opportunité de continuer à se rencontrer, à s'exprimer. Puis en même temps, éventuellement, c'est sûr qu'au début, c'était un peu, on s'est jeté là-dedans, c'était comme, OK, on fait un collectif. Mais là, après, c'était comme, OK, mais là, il nous faut un mandat, il nous faut une vision, oh mon Dieu. C'était comme tellement... Toutes les petites choses qui s'ajoutent. Hein, ouais. Comme, OK, non, il faut qu'on soit sérieux. Fait que là, on s'est mis comme mandat de démocratiser l'accès à l'art. Donc, notre but, c'est vraiment de, par les mots ou par la performance, parce qu'on est des acteurs aussi, je fais de l'art visuel aussi, vraiment, comment on peut transmettre l'art de façon accessible aux gens, et surtout en temps de pandémie. Fait que ça a vraiment été ça notre réflexion tout le long de la pandémie. C'est ça, c'est mon collectif. Puis, dans le fond, la performance qu'on a présentée pour le Little Fun Palace, c'est un jeu. C'est vraiment une activité interactive entre nous et avec le public où, je ne sais pas si tu connais le jeu Jandy. Ben oui, je jouais à ça quand j'étais enfant. C'était Voilà. un de mes jeux préférés. Dans le fond, on va comme adapter le Jandy. On va pas dire c'est qui Jean, là. On va mettre un nom spécifique. Puis dans le fond, c'est vraiment une réflexion sur l'autorité. On va avoir des textes de préparer, puis il va y avoir quelqu'un qui va dire Jean dit, là, nous, en tant qu'acteurs et performateurs, on va réagir à ce que où Jean dit. Il va y avoir des punitions, puis des conséquences. Puis ça va vraiment être c'est ça, une réflexion sur l'autorité, puis une façon de transmettre nos textes. Donc, je considère que les deux, justement, on est dans la cause de la femme. Je voulais savoir, qu'est-ce qui te touche le plus dans ton travail? J'ai pensé à cette question, puis je me suis dit, il y a tellement de choses dans la dernière année, particulièrement, tu parles du contexte de pandémie, je pense que ça a touché tout le monde, puis je voyais, mais pas de la même manière. Puis je pense que ce qui me touche particulièrement dans mon travail en ce moment, c'est de travailler sur les dynamiques qui sont ressorties de cette pandémie. Donc, qu'on n'est pas... qu'on a peut-être vécu ça a beaucoup circulé, là, on a vécu la même tempête, mais on n'était pas dans le même bateau.
Mhm. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui m'a touchée particulièrement dans mon travail en ce moment parce que j'ai passé aussi dans les derniers mois, j'étais dans un organisme en éducation populaire. Ça touche, je veux pas. Là, quand tu parles de démocratiser l'art, c'est un peu ça aussi quand tu es en éducation populaire, hein, c'est vraiment d'essayer d'éveiller de mettre en contact à des items, à des choses qu'on n'a peut-être pas l'occasion, de par notre situation, de où on est, dans quel environnement, quelles sont les inégalités auxquelles on fait face. Oui. Et ça, la rencontre avec les personnes, c'est probablement ce qui me touche le plus. C'est d'entendre parler des histoires, de comment la pandémie a été vécue, de comment les politiques ont eu un énorme impact, puis parfois comme le manque de politique. On a eu beaucoup de politiques, on a l'impression qu'il y a eu quand même beaucoup plus d'aide. Quand tu compares à travers le monde, le Canada a quand même sorti un petit peu plus au niveau des aides, mais reste qu'il y a quand même eu un énorme impact. Puis ça, je pense que c'est ce qui vient me chercher le plus. Et j'essaye, au fur et à mesure que je grandis dans mon parcours, tu sais, veux pas, à un moment donné, tu développes une certaine forme, tu essayes de te dire, OK, l'essentiel, c'est d'avancer, d'essayer de toucher, de créer des nouveaux projets. Puis, parfois, tu es aussi confronté à toi-même, tu sais, un peu comme tu es face à toi-même, puis tu essayes de voir un peu comme les contradictions, là où tu es, comment tu veux absolument tout faire, mais en même temps prendre soin de toi dans tout ça, tu sais, de ne pas te perdre. Fait que ça, j'ai l'impression que c'est un peu tout ça qui me touche. Ce que tu viens de dire, c'est comme right on ce que je vis, c'est fou. Ah ouais? Moi, c'est la même chose. Tout ce que je fais artistique, tu sais, moi, c'est plus artistique ce que je fais, Ouais. mais ça touche le domaine. Euh, c'est par rapport aux gens. Puis souvent, je me dis, je suis comme si j'avais pas un intérêt pour les gens, s'il n'y avait pas de gens autour de moi, comme très vide. Je sais que C'est ça exactement ça, ouais. Ouais, ouais. dépend d'absorber l'histoire des gens puis les intégrer dans ma démarche. Puis je sais pas comment toi, la dernière année, ça a eu un impact sur, comme tu as dit ce qui t'intéressait, mais peut-être dans ta perception de ton travail ou de toi individuellement, si justement tu parles de contradictions, tu parles de choses que tu as Mm. vues peut-être différemment. Je sais pas pour toi comment tu le vois, puis j'aimerais ça te poser la question tantôt, mais je sais que pour moi, tu vois, comme au niveau artistique, ce que ça m'a fait réaliser dans la dernière année, c'est à quel point comme j'ai remis en question le fait que je faisais de l'art, parce que ça a été, pendant un an, ça a été considéré comme, si tu veux, pas essentiel, puis c'est un peu passé, comme, surtout dans les arts de la scène, puis Mm-hmm. ça a complètement changé ma perspective sur les choses, puis tu sais, j'étais toute seule dans ma maison, puis je recevais juste des scandales sur dans les médias sociaux, puis j'étais juste comme, je recevais juste tout ça, puis je voulais faire quelque chose avec, mais je pouvais rien faire, puis j'avais l'impression comme, comment que je redonne ça, tu sais, comment je fais pour comme absorber ça, mais le remettre quelque part, puis on dirait que je trouvais pas d'endroit où le faire. Donc moi, j'ai décidé de changer complètement, mais pas complètement ma carrière, mais presque. J'ai décidé d'aller commencer un bac en psychologie pour faire du théâtre thérapeutique, parce que je me suis dit, après ce qui va se passer, tu sais, on dirait que je suis tannée d'être dans une démarche artistique qui est complètement personnelle. J'aimerais ça vraiment travailler avec des gens en difficulté, puis à travers, disons, peut-être mon expérience artistique et en communiquant avec eux puis en les aidant, créer avec eux, tu sais. Ou avec des gens qui sont peut-être dans des situations plus vulnérables, ben avec qui je peux apprendre, tu sais, qu'on dirait que je suis comme tannée de voir de la culture, puis je pense que c'était un peu ça avant la pandémie. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de collaborations, puis il y a du théâtre humanitaire qui existe, puis tout, là, mais je trouvais que ça devenait un peu centriste, ou comme centré sur soi, puis je trouve ça correct, mais on dirait que pour moi, je veux plus ça. J'ai tellement été en manque de connexion avec les gens que j'ai décidé que ça allait prendre cette direction-là pour moi. Donc, je ne sais pas si toi, dans la dernière année, ce que tu as fait, ça t'a fait voir les choses autrement par rapport à ta carrière ou par rapport à ta direction, comme comment tu as vécu ça dans le fond? Ah ben, c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que tu vois, à travers ce que tu dis, je vois aussi comme ce besoin qu'on a de sentir aussi en accord avec le travail qu'on fait aussi. Tu sais, quand tu as des valeurs, quand tu as envie justement d'améliorer les choses autour de toi euh, et de trouver au final un travail qui te permet de faire ça, de te sentir vraiment en accord. Puis, comment j'ai vécu ça? En fait, l'année dernière, quand la pandémie a frappé, j'ai changé de travail. Fait que en fait, j'ai déménagé de province. Je me suis dit, mais quel merveilleux moment pour faire un déménagement alors que les provinces étaient complètement fermées. On change tout, ça. On change tout. Ouais, ouais, ouais. Ça a été mois de juin dernier, là, j'ai organisé mon déménagement pour revenir au Québec parce que j'ai grandi à Montréal. Et c'est un peu ça, en fait, qui m'a fait bouger aussi, là, qui m'a fait un peu changer de... J'ai pas changé de trajectoire parce que, j'étais comme tu l'as dit en début, j'étais dans le milieu féministe, donc j'étais
directrice d'un organisme. Ouais. Et j'ai adoré l'expérience, ça a été formidable, très formateur, j'ai énormément appris. Mais en même temps, à la fin de ces 5 ans, il y a aussi des choses du milieu féministe que j'ai vues qui m'ont pas plu, en termes de rapport de pouvoir, en termes parfois d'incapacité de rentrer en dialogue, de vraiment vite se figer sur des positions, qui de plus être en mesure de se rappeler pourquoi on est là. Tu parles de contact avec les gens, parfois j'ai peur que quand on devient des gros organismes, on perd cette vision de notre but premier, c'est de rester en contact, c'est d'avoir ces histoires-là, de pouvoir les saisir, puis après ça, de saisir les politiques, parce qu'on était un organisme de revendication, fait que notre principal but, c'était vraiment le gouvernement. Puis de leur faire comme « Allô, il y a de la souffrance, puis vous devez en prendre acte ». Ouais. Puis c'est ça, je me retrouvais plus là-dedans, je trouvais j'étais plus en accord, tu parles de contradiction, je me sentais comme plus sur mon X, comme on dit, et Ouais. c'est ça qui était vraiment là le moteur de ok, faut que je bouge, faut que j'aille, mais je garderai dans mon cœur éternellement les personnes que j'ai rencontrées là-bas, parce qu'il y en a énormément qui m'ont marqué et personnellement et professionnellement. Ça a tellement écho ce que tu dis sur de cette façon. Mais toi, comment tu vis justement quand tu vis ces genres de paradoxes comme je suis sûre que tu aimes le milieu culturel, mais en même temps, tu ressens cette volonté d'aller chercher comme un autre secteur puis de les mêler ensemble. Mais comment tu vois ta démarche là-dedans, justement? Je te dirais que c'est vraiment en réponse à toutes mes réflexions féministes. C'est drôle parce que c'est Ouais. un peu comme toi, on dirait que je me considère féministe, c'est un mouvement qui me touche beaucoup, j'ai beaucoup lu là-dessus. Euh, Surtout après, j'ai publié, au mois de septembre dernier, j'avais publié une lettre de dénonciation contre un enseignant avec qui j'avais eu une expérience comme à distance au secondaire, puis ça l'a créé comme... j'avais publié ça, c'était comme une deuxième vague de MeToo, puis ça l'a tellement comme initié des questions en moi, parce que j'étais comme... Ça l'a évoqué beaucoup de réactions, j'ai eu plein de messages, plein de support, mais aussi beaucoup de messages de haine, puis tu sais, j'ai essayé d'accueillir ça, puis, mais on dirait que j'ai jamais été dans un... Comment je peux dire ça? Ça m'a juste fait beaucoup poser de questions par rapport à la prise de parole féminine, puis par rapport à pourquoi j'ai fait ça, tu sais. Et moi, j'ai décidé de comprendre que la façon que j'ai guéri de cette expérience-là, c'était de ne pas me considérer comme une victime. Donc moi, ça a été comme non, moi, j'ai fait ça pour reprendre contrôle sur la situation. J'ai rien à cacher, ça s'est passé. Donc, si ça vous est arrivé, ça serait le fun de vous en parler. Puis, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'autres filles au secondaire qui avaient vécu des choses similaires, tu sais. Donc, dans le fond, le but de ce mouvement-là, puis je pense que c'est ça qui m'inquiétait un peu, c'était que ça devienne quelque chose de victimaire. Parce que moi, j'ai subi ça. Oui, il y a du monde qui souffre, puis il y a de la victime. Il y a beaucoup de victimes, mais c'est aussi de le voir dans une perspective de comment on va maintenant. Là, on est victime, comment on va au-delà de ça, comment on se défait de ça, tu sais, puis on trouve une prise de parole féminine qui est au-delà d'être victime. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais on dirait que pour moi, j'ai eu besoin de passer par là. Puis à travers mes recherches, j'ai lu Lily Boisvert, Simone de Beauvoir, c'est ça. J'ai lu plein de livres. Puis quelque chose qui m'est beaucoup revenu, puis ce qui m'a donné envie de changer dans ma perspective artistique, c'est que comme, oui, tu sais, comme là, je vais commencer à travailler avec le CALAX, tu sais, comme pour travailler avec le Centre d'agression sexuelle à Ottawa, pour travailler directement avec des victimes. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est les différents types de victimes. Donc, j'ai commencé à beaucoup me positionner, mais pas me positionner, mais à me questionner par rapport à, il y a des victimes d'abus sexuels, mais dans les pénitentiaires, les gens qui commettent ces actes-là, très souvent, ont été aussi victimes d'abus eux-mêmes, tu sais. Ça, cette question, autant que, tu sais, c'est pas un discours que je me suis dit quand j'ai lancé cette lettre-là. Tu sais, je me suis pas dit mon agresseur est une victime. Pour moi, j'étais comme moi, je me défends de quelque chose qui m'est arrivé. Mais au-delà de ça, autant qu'on veut défendre les victimes, je pense que c'est important d'aller à la source, tu sais, parce qu'il y a des agresseurs. Puis pourquoi ces agresseurs sont là, tu sais. Pour moi, c'est pour ça que l'art thérapeutique, j'aimerais vraiment ça aller dans les pénitenciers, travailler avec l'itinérance. Ça, c'est vraiment un sujet comme des gens qui m'intéressent, tu sais. Que ce soit les femmes autant que les hommes. Je pense que c'est important d'avoir un dialogue entre les hommes et les femmes. Puis je pense que l'art, c'est un des derniers domaines où on peut créer ce pont-là entre, que ce soit les genres, que ce soit les orientations sexuelles, que ce soit les ethnies, le niveau mental. Il y a plein de volets. Je pense que l'art peut vraiment servir de pont. C'est important d'entendre tous les discours. Je pense que autant que ça peut être difficile à entendre,
Puis autant que je pense qu'il faut être là, tu sais, comme il faut écouter les victimes, autant que je pense que si on décide d'écouter des victimes, il faut qu'on soit prêt à entendre toutes les victimes, tu sais. Puis je pense que c'est surtout ça, ma démarche, que j'aimerais avoir dans le futur, disons. Où te sens-tu le mieux ces temps-ci? En ce moment, c'est probablement dans un parc. C'est parce que dans l'espace, parce que je trouve que on a aussi parlé énormément pendant la pandémie, tu sais, de toutes sortes d'activités qu'on pouvait faire, mais qui parfois n'étaient pas du tout abordables pour beaucoup, beaucoup de personnes, majoritairement tu sais, des femmes qui ont été en l'avant de cette pandémie, majoritairement les femmes racisées qui ont été tu sais, dans les jobs où on a réalisé à quel point que c'était des jobs essentiels. Puis toi, tout à l'heure, parce que je me suis dit, il ne faut pas oublier de réagir là-dessus, tu disais, ben, l'art, on l'a évacué. C'est vrai, pendant la pandémie, je trouve on a recentré certaines priorités. On a réalisé que notre système de santé était malheureusement pas le plus fort ou aussi fort qu'on pensait, puis qu'il était sur le dos des personnes les plus vulnérables. Et en même temps, on a aussi fait en sorte de se dire, ces domaines-là ne sont pas essentiels. Puis là, on s'est reviré de bord, puis on a dit, niveau santé mentale, c'est des domaines essentiels. On ne peut pas négliger la culture, on ne peut pas négliger l'art. C'est tout aussi vital qu'aller se faire soigner. Tu as besoin de ce type d'activité aussi, puis tu as besoin de ce type d'activité justement accessible à tout le monde. Puis je trouve que justement, pour revenir à la question initiale, là, je trouve que les parcs, ça permet ça. Je suis tombée sur plein de sortes de manifestations artistiques qui avaient juste lieu, puis qui font en sorte de réunir des personnes ensemble. Puis il y a quelque chose qui se crée dans un parc là, avec comme toutes les histoires qui s'y racontent, les affaires de même, je sais pas. Il y a quelque chose de vraiment apaisant. Ouais, non, je suis d'accord. C'est sûr que l'art en ligne, sur ton téléphone, c'est pas la même chose Ouais. que dans la vraie vie. Moi, je sais que j'ai essayé d'écouter des pièces de théâtre en ligne, puis j'étais comme... Manquer de magie. Je peux pas, comme tu sais, je veux encourager les gens, mais c'est tellement difficile parce que je vais écouter un film, tu sais, tant qu'à faire, parce que c'est pas la même. Tu vas au théâtre pour l'expérience humaine, tu sais. Puis dans les parcs, moi, je suis d'accord. Moi, j'ai pensé aussi à la place que j'aimais le mieux. J'étais comme le matin très tôt avec un café ou le soir avec un petit drink dans le parc. C'est ça. Ça, c'est mes deux options. Ouais, il a fallu se tenir. Il a fallu trouver des routines pendant la pandémie. C'est sûr. Ouais. Une routine qui nous était encore accessible. Exactement. Ouais. Je suis curieuse, comment tu vois, justement au niveau art et aussi la nouvelle façon vers laquelle tu te diriges là, donc avec la psychologie et l'art-thérapie, comment tu vois le fait de te faire une place dans ton milieu? Je te dirais que ça dépend, comme dans la région, je te dirais que j'ai jamais entendu parler d'art-thérapie théâtrale. Probablement qu'il y a de l'art-thérapie, comme je suis sûre que ça existe, là, de la dramathérapie et tout ça, mais comme je pense pas que j'ai entendu rien qui était en lien avec faire de la création, fait que de la thérapie, mais de la création aussi, donc pas juste faire de la thérapie one-on-one avec quelqu'un, puis que tu parles de l'art, puis que tu t'analyses. Moi, ça serait plus comme on crée quelque chose ensemble. Euh, je te dirais que ça risque de pas être facile. Pour moi, je pense pas que ça va l'être parce que euh, ce qui m'inquiète avec ce que je vais faire, puis je vais être vraiment très franche avec toi, je veux pas me servir de, tu sais, je veux pas avoir l'air de la personne qui va trouver des personnes en vulnérabilité puis faire un spectacle puis que ce soit mon nom qui ressorte, tu comprends? Je veux pas que ça devienne ça, tu sais. Ça, c'est quelque chose qui m'inquiète vraiment beaucoup. Comme, j'ai pas envie de devenir le nom d'un spectacle qui met de l'avant les gens dans des situations vulnérables. Puis c'est juste, je pense, je veux plus encourager les gens à le faire eux-mêmes, puis mais créer avec eux, puis leur donner des outils peut-être parce qu'ils n'ont pas eu accès à des outils de création ou d'art, tu sais. Je te dirais que ça m'inquiète un peu. J'ai peur parce que je veux pas, je l'ai jamais confronté directement. Tu sais, je dis ça, puis j'ai peut-être l'air d'être, tu sais, comme ah oui, je vais aller faire ça. Puis peut-être que quand je vais le rencontrer, je vais me rendre compte qu'il y a des gens vraiment en difficulté, puis c'est plus compliqué, tu sais, puis je m'y attends un peu, là. Puis je pense que j'ai peur d'être déçue puis de me rendre compte que c'est peut-être pas faisable, mais je garde espoir que ça l'est. Mais je pense que c'est ça, c'est vraiment juste je veux pas créer une plateforme artistique. Peut-être c'est ça qui va être difficile dans le milieu où je vais juste accueillir des gens dans des situations en difficulté
pour faire un show, tu sais, comme... Je sais pas si c'est clair ce que je dis. C'est clair, oui. Pas me servir, tu sais, c'est pas une question de me servir de la souffrance des gens, tu sais, pour faire de l'art, comme, je pense que c'est juste que l'art peut vraiment être un bon moyen de catharsiser ou de mettre en scène des choses qui se passent dans notre tête. Je sais que moi-même, je l'ai souvent fait, tu sais. Des fois, ce qui se passe dans notre tête, c'est pas clair. Puis des fois, le matérialiser, que ce soit par le théâtre en dirigeant ou, tu sais, en des choses qui sont vraiment ça plus concret. Fait que je dirais que c'est ça. Peut-être c'est en ça que ça m'inquiète un peu dans mon faire ma place dans le milieu. Ouais. Mais toi comment te vois-tu faire ta place? Parce que là, tu as commencé une nouvelle, tu me disais, là, un nouvel emploi, ça fait 1 an depuis la pandémie. Comment ça se passe à Montréal? C'est quoi la différence entre le Nouveau-Brunswick et Montréal? Comment ça se passe? Il y a beaucoup de différences. Ça a été, moi aussi, tu sais, je vais être transparente, là, ça a été difficile, honnêtement. Là, avant de me retrouver quelque chose, ça a été très compliqué. J'ai envoyé beaucoup de CV. Et jusqu'à un point où, à un moment donné, tu sais, je me disais, c'est ça, c'est plus fait pour moi, je peux pas. Puis alors que, tu sais, je suis militante avant d'être une professionnelle, tu sais, dans un groupe de femmes. Là, j'ai d'abord commencé en étant militante, donc non rémunérée, juste en m'impliquant. Puis c'est par la suite que j'ai trouvé un travail dans le communautaire qui a emmené un autre travail dans le communautaire, ainsi de suite. C'est vraiment comme ça que je suis restée pas mal dans le communautaire. Mais je dirais que la principale... Je sais pas si c'est un peu comme toi, tu sais, on dirait qu'après avoir occupé un poste de direction, c'est un peu comme la consécration. Tu sais, tu te dis comme, OK, ben, tu sais, tu as été DG. Puis moi, je ne l'ai pas vécu du tout comme ça parce que je l'ai pas vraiment... Puis ça a l'air un peu... c'est comme, oh, je ne l'ai pas voulu, c'est arrivé. Mais ce n'est pas de cette manière-là. Mais c'est vraiment plus... c'était pas planifié. Tu sais, je me disais pas comme moi, dans la vie, je veux être une DG. Tu sais, c'est vraiment... C'est arrivé au fur et à mesure. En fait, je suis allée au Nouveau-Brunswick pour un été. Je suis allée visiter ma sœur qui, elle, était au Nouveau-Brunswick. Puis ça devait durer littéralement 3 mois. Je partais en vacances, je finissais ma maîtrise en sciences politiques, puis je devais revenir chez moi après. Puis finalement, je ne suis jamais revenue parce qu'il y a eu un contrat à durée prédéterminée, je l'ai fait. Puis à la suite de ça, il y a eu un autre poste en recherche qui s'est ouvert, puis je l'ai pris. Puis après ça, exactement, puis après ça, c'est le poste de direction. Puis on m'a dit, bah là, let's go, tu connais l'organisation, tu sais, lance-toi. Mais tu sais, comment faire sa place? Moi, ça a beaucoup passé par m'entourer. J'ai été entourée de personnes qui avaient les mêmes valeurs que moi, qui croyaient aussi à cette solidarité. On se soutient, on se supporte. Puis c'est pas parce que je suis pas au devant que je vais pas vraiment te pousser. Je le fais pas de manière. On se soutient comme ensemble. Puis ça, c'est des personnes qui ont beaucoup marqué mon cheminement, puis qui ont contribué au fait que je fasse une certaine place dans la communauté au Nouveau-Brunswick. C'est vraiment, ça a été beaucoup, c'est beaucoup passé par ça. Puis après ça, les choses de et confiance en toi, j'y crois pas particulièrement parce que c'est vraiment dur dans la société dans laquelle on est d'avoir confiance en soi. Il y a plein de messages qui te disent que sois plus ceci et puis sois plus cela. Je suis sûre que tu le vis aussi dans le milieu. Hein, ouais. Non, ces injonctions-là, ouais. J'avais une question justement pour toi, comme justement, on en a un peu parlé au début, puis je voulais comme immiscer ça. Comment tu dirais, est-ce que la cause de la femme ou les enjeux féminins au Nouveau-Brunswick et le Québec qui sont les mêmes, comment ça se distingue, s'il y a une distinction, puis si tu peux un peu élaborer par rapport à ça, comment le militantisme est différent peut-être au Québec, au Nouveau-Brunswick. Je ne sais pas si ça l'est, mais je suis curieuse, je veux savoir. Je pense que ça l'est définitivement. Au niveau des enjeux, je dirais qu'il y a beaucoup d'enjeux qui se côtoient, notamment, par exemple, l'accès à la justice reproductive, que ce soit pour les femmes ou les personnes non binaires. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour sensibiliser tout ce qui est comme milieu de la santé aux différentes réalités, au racisme à l'intérieur du système de santé ou à la transphobie à l'intérieur du système de santé. C'est ça, je vois qu'il y a beaucoup de points communs dans les grands enjeux. Mais dans la façon d'être militant, c'est là où parfois je vois beaucoup de différences. Puis c'est probablement, moi je l'identifie plus pour avoir un peu fait de recherche là-dessus, plus à travers l'histoire. L'histoire n'est pas la même. Puis ça paraît, c'est la manière dont le mouvement féministe s'est créé ou a pris son expansion au Nouveau-Brunswick.
et pas la même que la manière dont il a pris son expansion au Québec, par opposition à l'Église qui était très frontale. C'était vraiment comme on se sépare, on affirme. Au Nouveau-Brunswick, je sens que la cause francophone a aussi, veut pas, fait en sorte de modifier la manière dont la cause féministe a été. Donc, il y a eu des grands mouvements de femmes francophones qui ne se disaient pas nécessairement féministes au Nouveau-Brunswick. Donc, elles étaient des femmes qui faisaient leur place dans une société patriarcale, mais pas nécessairement des féministes qui faisaient leur place dans une société donc, avec un point de vue plus combatif ou très militant. C'est pas mal les différences que je vois, mais pour autant, on peut quand même, selon moi, identifier un mouvement féministe au Nouveau-Brunswick, puis qui prend de plus en plus d'expansion. On le voit, il y a un festival qui a été créé, auquel j'ai participé, un festival culturel qui veut mêler féminisme et art ensemble. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer et je sens qu'il y a quand même une volonté à se faire entendre de manière avec plein de diversité. C'est pas nécessairement le demander, mais parfois passer par des moyens, que ce soit manifestation dans la rue ou que ce soit à travers des demandes un petit peu plus franches et affirmées que par les voies officielles, disons. Ouais. Ouais. Non, c'est intéressant. Tu as raison que l'histoire a vraiment un impact là-dessus. Puis moi, ce qui m'avait marqué dans mes recherches, c'est à quel point que le Québec avait eu, comme les femmes au Québec ont eu accès au vote tellement plus tard qu'en Ontario. Ouais. Je sais pas, mais en Ontario, c'était pas, ça a pris pas autant de temps avant que les femmes puissent avoir le droit au vote. Ouais. Donc, c'est vrai qu'au Québec, il y a vraiment une lutte qui a eu besoin d'être faite pour avoir accès au droit. Puis ça se voit aussi parce que les mouvements ont été plus radicaux, on dirait, comme culturellement, parce que moi, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Culturellement, ça a été comme beaucoup plus radical, surtout dans les années 70, tout ça. Exactement. En français, c'était comme, je sais pas au Nouveau-Brunswick, mais il y en a eu quelques-unes, mais c'était pas ça qui était de l'avant. C'est comme si la langue, elle a comme un peu, l'enjeu de la langue a un peu éclipsé, si on veut, des sous-enjeux, dans les communautés francophones minoritaires. Puis moi, je trouve ça c'est quand même fascinant. Puis je lisais justement une autre étude, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est tellement, je le vois tellement tout différemment, ma perspective sur la francophonie, je la vois complètement différemment à cause de ça. Mais je disais que les femmes au foyer et jusqu'à un certain point, si on veut, le mode de vie oppresseur des femmes qui devaient rester à la maison, s'occuper des enfants, tout ça, c'est grâce à elles que la francophonie au Canada a survécu. Parce que si elles avaient été exposées peut-être au milieu du travail, ou si elles n'avaient pas été reconnues comme les détentrices du foyer, de la langue, de la foi, de la culture, peut-être que la francophonie n'aurait pas resté, peut-être que l'assimilation serait faite plus rapidement ou plus facilement. Puis j'étais comme, hey, c'est fou de penser que, même en Ontario français, il y a tellement d'hommes qui ont défendu, des auteurs qui ont défendu la francophonie, puis tout ça. Ouais, mais la francophonie est restée grâce, ou existe presque seulement grâce aux femmes qui sont restées au foyer, puis qui ont enseigné le français à leurs enfants, puis qui leur ont vraiment inculqué des valeurs francophones, tu sais. Ouais, au niveau de la transmission, il y a une super étude, puis c'est une des seules que j'ai trouvées. J'ai justement fait une recherche sur le mouvement féministe dans tout ce qui est milieu en francophonie minoritaire. Puis il y a très peu de textes qui ont été écrits, très, très peu il y a beaucoup de littérature grise. Donc, les organisations qui vont écrire des textes, qui ont fait des projets, où tu peux voir justement comme une trame d'un mouvement féministe à travers le Canada. Mais en même temps, ce texte-là, c'est un texte de Corbeil et Marchand, 1992, je pense, dans ces eaux-là, où elle parle justement de la situation des femmes francophones. Et c'est là où tu vois cette façon de théoriser, elle appelait ça à ce moment-là la double minorisation. Donc, tes minorités femmes, puis tes minorités francophones. Parce que tu étais à l'extérieur du Québec. Et c'est là où justement, elle parlait de ça, de la transmission, puis du rôle que les femmes ont occupé. Et en même temps, elle terminait son texte, puis je trouvais ça vraiment intéressant, où elle disait, si on a été capable de théoriser cette double minorisation, on devrait être capable, dans notre pratique féministe, de comprendre pourquoi on a besoin de parler des femmes à la croisée des oppressions. Donc, des femmes immigrantes, des femmes trans, des femmes, des femmes racisées, parce qu'on est en mesure de comprendre cette dualité puis ces plans d'identité-là. Ouais. Justement, moi, c'est vraiment intéressant ce que tu dis.
Il y a une question qui m'a marquée tout à l'heure, puis je voulais t'entendre justement parce qu'on parle d'intersectionnalité et tout ça. Il y a une question, c'est quoi se définir au féminin pour toi? C'est quand même une question difficile à répondre, fait que je voulais t'entendre là-dessus. Je suis curieuse de t'entendre là-dessus. OK, là, et après, je veux t'entendre moi aussi là-dessus. Je sais pas comment. Honnêtement, je pense que quand j'ai lu la question, je me suis dit, je sais pas comment répondre à ça. Parce que je pense que je me suis pas définie à travers le féminin, mais plus à travers mon féminisme. Ça a beaucoup été ça, moi, dans ma vie. Ça a beaucoup été comme les enjeux que je défendais. À travers ça, j'arrivais à me définir. Puis tu sais, je dis définir, mais c'est pas, je veux pas que les personnes qui nous écoutent se disent comme, ah, ben, tu sais, c'est facile, on devient féministe. Là. J'ai eu plein d'allers-retours. Encore aujourd'hui, je me questionne sur certaines de mes positions. Et puis, je pense que c'est ça la beauté du mouvement féministe, c'est que c'est pas acquis. Puis c'est triste aussi de dire ça parce que j'aimerais ça que ce soit acquis, j'aimerais ça vivre dans une société complètement féministe, mais en même temps, on est en remise en question, on se questionne sur nos pratiques. Il y a quelques années, on n'entendait pas parler des pronoms, on n'entendait pas parler, comme on assumait que tu étais une femme, puis on se questionnait pas. Mais moi, je trouve ça beau ce qui se passe en ce moment. Je trouve ça beau qu'on se remette en question, puis qu'on se dise comme. Ça revient à au premier sujet qu'on a abordé, toi et moi, tantôt, là, mais de rencontrer les gens en face de nous, de s'intéresser à leur histoire, de savoir d'où ils viennent, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'en ce moment, aient la lunette à travers laquelle ils voient leur environnement. Moi, c'est ça que je trouve super intéressant dans le mouvement féministe, c'est cette capacité qu'on a à se questionner. Puis je pense que ma définition, c'est ça que je lui donne aussi à mon féminisme, c'est cette façon de me définir au fur et à mesure des luttes que je défends. Ça a teinté les luttes que moi, j'ai subies, donc les choses pas le fun qui me sont arrivées dans ma vie, la manière dont ma mère a vécu sa propre vie en tant qu'immigrante, la manière dont ma sœur évolue comme avocate, racisée, dans un environnement qui est essentiellement machiste, homme blanc, puis très, très homme de manière générale. On dirait comme tout ce qui est autour de moi contribue à me définir en tant que féministe. Donc, peut-être pas en tant que comme féminin, fort et à part entière, mais probablement que les deux sont liés aussi. Ça fait aussi en sorte que moi, les caractéristiques que je donne au genre féminin, c'est aussi des caractéristiques qui sont liées aux luttes. Donc, force, tes capacités d'intellectuel tout aussi valables que le genre masculin et compagnie. C'est super intéressant ce que tu dis. Je l'avais même pas vu comme ça, mais je pense, honnêtement, moi, le moment où j'ai commencé à me questionner par rapport à ma féminité, c'est le moment que j'ai commencé à lire sur le féminisme. Parce que j'ai compris. C'est super intéressant, ça. Puis c'est quoi mes enjeux. Puis on dirait que je m'en étais pas rendu compte parce que tu sais, quand t'es là-dedans, tu te questionnes pas, c'est ce que tu vis, tu sais. Puis ce que tu dis, c'est vraiment intéressant par rapport au fait de toujours se questionner parce que moi aussi, je suis souvent là-dedans. Je suis tout le temps à me questionner. Puis je suis comme, on dit, ça serait plus simple si je faisais juste, tu sais, comme vivre ce qu'est la définition stéréotype du genre, puis que je me complique pas la vie. Mais tu sais, comme quand tu décides de te questionner par rapport à ça, tu te remets constamment en question. Tu sais, quand on disait tantôt, s'aimer, c'est difficile dans la société parce qu'on t'envoie toujours plein de trucs. Être féministe, c'est faut vraiment que tu travailles sur ton amour propre parce que tu es constamment en train de te remettre en question. Constamment. Fait que je suis vraiment d'accord avec toi là-dessus. Puis j'ai eu une formation récemment sur qu'est-ce qu'était être femme cis, genre, comme le cisgenre, puis comme le transgenre, puis tout ça. Ça m'a tellement ouvert les yeux parce qu'on dirait que autant que, tu sais, moi, j'ai ma lutte en tant que femme par rapport au féminisme, autant que je me suis jamais questionnée vraiment par rapport au débat, aux enjeux féministes des femmes trans, tu sais, qui est le même, mais qui en même temps a un autre volet, tu sais. Puis ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment plus, je sais que c'est quelque chose que j'aimerais plus m'instruire, c'est sûr. Mais je te dirais que ma définition du féminin, j'ai comme compris que j'en avais pas vraiment. Dans le sens où je sais que je suis une femme, puis dans mon corps, je suis bien dans mon corps de femme. Mais pour moi, c'est important que j'ai toujours l'impression que je peux faire la même chose qu'un homme peut faire. Puis je sais qu'en ce moment, il y a vraiment ce mouvement, puis je le critiquais, ce mouvement-là, puis malgré moi, tu sais, quand on est féministe, on évolue. Hein? Je sais pas si tu as suivi le mouvement Free the Boob. Oui. Ouais. S'émanciper, puis à Ottawa, je sais pas si tu savais, mais les femmes ont le droit de se promener seins nus. Ah, ben, je savais pas, non?
Ils ont le droit de le faire, mais personne ou presque le fait dans les lieux publics. Puis pourtant, je vois plein d'hommes le faire. Puis je suis comme, ah, ben voilà. Puis je pense que moi, c'est comme si je vois un gars qui va se lancer dans l'eau pour aller se baigner puis enlève son chandail, je suis comme, ben moi aussi, je peux le faire, j'ai envie de me baigner, je vais pas me retenir d'avoir mon chandail à manches longues pour aller me baigner, t'sais. Ou comme si t'as un boys night puis comme tu m'invites pas à cause que, tu sais, je suis une femme. Tu sais, c'est que je pense c'est que je vais tout le temps questionner comme les choses qui se passent autour de moi, puis j'essaie de pas les prendre personnelles, tu sais, parce que je pense que la meilleure façon d'approcher quelqu'un par rapport au sexisme, c'est de il y a une façon de le faire. À travers les années, au début, j'étais plus réticente, j'étais plus dans la critique, j'étais comme, ah, t'es sexiste, tu sais. Mais à travers le temps, j'ai compris comme, il faut que moi, je sois bien dans mon féminisme. Si je suis bien dans mon féminisme, je vais pas prendre personnel les attaques des gens que je sais qui sont pas instruits par rapport à ça, tu sais. Puis il faut choisir ses combats aussi avec les gens, tu sais. Si la personne est à l'écoute et elle veut m'entendre parler, puis ben, je vais y parler. Si je vois que ça ne sert à rien, je suis comme, c'est ton problème. Mais tu fermes vraiment la porte à bien des trucs super intéressants, tu sais. Ouais. Je dirais, je sais pas si ça répond à la question, mais oui. C'est quand même assez social. Puis je pense pas je pense que je suis une femme dans mon corps, mais dans mon genre, selon les critères stéréotypés occidentaux, je m'y associe pas du tout. Fait que j'essaie d'apprendre à me connaître à travers tous les gens et pas les genres. Voilà. C'est ça. C'est ça. Ce que tu dis m'a fait penser justement à une... Tu as dit que cette façon-là, tu sais, d'être solide, mais en même temps, tu sais, d'apprendre à voir où sont nos limites aussi à l'intérieur de la manière dont on vit notre féminisme. Puis moi, ça m'a beaucoup fait penser aux avocats du diable, les fameux avocats du diable. Tu sais, les personnes qui vont venir là, te titiller en disant bah oui, mais as-tu pensé à ça et as-tu vu telle statistique, ça contredit ton discours. Tu sais, ce genre de façon de rentrer en relation. Puis moi, tu vois, ça aussi, moi, au fur et à mesure que j'ai évolué, puis que mon identité s'est forgée avec les luttes que je défendais, ben, mes stratégies ont aussi évolué. Mais je réagis plus de la même manière. Parfois, je le vois. Quand le combat est un peu perdu d'avance, ben, je ne me garoche pas corps et âme. J'essaye de me préserver, de voir où... C'est pour rien. Exactement. Ouais. Si la personne ne veut pas avoir de discussion, moi, je suis ouverte à la discussion. Si tu ne l'es pas, ben, on ne peut pas avoir une discussion. T'sais. Exactement, c'est vraiment ça. Puis je pense que ça fait partie justement de grandir, puis d'évoluer au final. Puis on le dit, remise en question. Tu peux le faire si c'est quelque chose dans quoi tu es bien, puis que ça ne fait pas l'inverse, que ça t'enlève rien, que tu perds pas ton énergie, ou que tu n'as pas le sentiment de rentrer chez toi complètement lessivé, ben, fais-le. Il y a des personnes que je connais dans mon entourage qui sont très bonnes à ça, mais moi, je le sais que pour mon bien-être à moi, c'est pas là que je mets mes énergies, dans ma démarche. Pour la prochaine question, c'était quand oui, à quel moment t'es-tu sentie adulte? Je vais te laisser commencer. OK. C'est un petit peu complexe, puis je pense que maintenant, j'ai 28 ans, et je pense qu'à l'âge auquel je suis, je comprends un petit peu mieux pourquoi j'ai de la misère à répondre à cette question. Mais je pense que j'ai pas de moment précis. Je sais que c'était tôt. Je sais que c'était plus tôt que ce que j'aurais aimé, mais j'ai l'impression que c'est aussi dû pour mon expérience à moi, c'est aussi dû à cette trajectoire justement d'immigration. Donc, je suis née en France, puis en 2001, on a déménagé, ma mère et ma sœur, au Canada, à Montréal. Et on est arrivé à Montréal. Et que j'avais 8 ans, puis je m'en allais sur mes 9 ans. Puis, veut pas, c'est un chamboulement comme ça là, de l'ordre de l'immigration, ça fait en sorte de te faire grandir, tu es en contact avec des réalités, la manière dont les gens t'accueillent aussi te confronte à ta propre identité que parfois tu vois de manière complètement différente que les gens te disent. Moi, je me souviens, par exemple, étant jeune, quand on me demandait ben, tu viens d'où, je disais de la France. Les gens me disaient ben non, avant la France. Puis là, j'étais comme mais qu'est-ce qu'ils veulent dire avant la France dans le ventre de ma mère comme, qu'est-ce qu'ils veulent dire, je comprends pas. Puis, je revenais voir ma mère, j'étais comme je comprends pas. Puis là, ben, on discutait de mon identité algérienne et donc ça contribue. Veux pas, ce genre de petites expériences,
Ben de un, quand tu es jeune, tu les vis de manière très grande, donc ça occupe énormément de place. Tu essayes de te définir déjà juste en tant que jeune adolescent, mais en même temps, tu dois aussi te définir au niveau de l'identité. Tout ça mélangé fait en sorte que tu te poses des questions vraiment rapidement sur ben, t'es qui, t'es quoi, t'es où. Ouais. Puis est-ce qu'à un moment donné, tu vas trouver ta place parce que tu es ici, ben là, tu es trop étrangère, mais là, tu es là-bas, mais tu n'es plus de là-bas. Ça complexifie beaucoup, je trouve, ces trajectoires. Donc, puis je parle pour moi, là, puis après ça, peu importe, il peut y avoir toujours des moments déclencheurs dans la vie de quelqu'un qui fait en sorte de les faire grandir rapidement aussi. Mais Ouais. pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est clairement ça. C'est comme ça que je répondrai. Puis toi, Emmanuel. Mais ce que tu dis, ça répond exactement à ce que. Enfin, en écho, tu sais, comme moi, c'est sûr que je suis née ici, tu sais, je suis québécoise, canadienne, j'étudie en Ontario français, tu sais, pour moi, c'est canadien-canadien. Je te dirais que ce que tu as dit, c'est quelque chose qui m'a quand même parlé dans ce que tu as dit, puis que je rebondirais peut-être un peu là-dessus, c'est que j'ai l'impression quand même que quand, euh, comme mettons en tant que femme, on entend souvent la femme mature plus rapidement que l'homme. OK? Ouais. Puis souvent, on dit, ah, c'est biologique. Voilà, tu peux trouver des arguments biologiques si tu veux. Moi, je n'y crois pas. Moi, je pense que c'est entièrement social. Ça, c'est mon avis. J'ai l'impression que quand tu es plus rapidement confronté à des formes d'abus ou à la réalité, c'est comme tu développes Exact. plus rapidement tes réflexes pour te protéger, puis tu prends plus rapidement conscience du monde dans lequel tu es, tu sais. Puis, tu sais, je l'ai pas vécu de la même façon que toi, mais je sais qu'en tant que femme, tu vois, comme moi, rapidement, j'ai compris OK, comme quand je me promène, genre en rue, habillée de même, je me fais regarder. OK, comme tu sais, genre rapidement compris les jugements que les gens avaient sur moi, donc automatiquement, j'ai rapidement compris le monde dans lequel j'étais, tu sais. Puis je pense pour ça que les hommes, des fois, ça leur prend peut-être plus de temps parce que bon, ça leur prend des relations. Tu sais, je généralise beaucoup, tu sais, je dis les hommes cisgenres, là, tu sais, comme il y a tellement de contextes, je peux pas généraliser, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué en tant que femme cisgenre, comme cisgenre, c'est vraiment j'ai été confrontée rapidement à des difficultés ou à des enjeux sociaux. Donc, rapidement, j'ai dû les aborder. Donc, peut-être c'est ça qui a forgé ma maturité. Donc, je dirais que dès que j'ai compris que, puis ça va peut-être sonner vraiment comme, c'est triste à dire, là, mais dès que j'ai compris que j'étais sexualisée, j'ai compris que Exact. j'étais une adulte. Puis c'est triste à dire parce que c'est comme, ben, c'est ça le critère pour être adulte, tu sais. Ouais. Mais, ouais, moi, je dirais que c'est là. Puis peut-être de façon plus moins déprimante. Je pense à partir du moment où j'ai commencé à prendre des décisions. À partir du moment que j'ai dû mettre mon ego de côté dans la vie, là, je suis comme ça, c'est adulte. OK. Il faut que je m'adapte à des gens. OK, ça, c'est adulte. Genre, comme, Ouais. pour être moins déprimante, là. Je dirais ça. Ouais. C'est tellement bien dit. Mais absolument, mais tout ce que tu as dit avant aussi, là, c'est clair que ça influence. La trajectoire veut pas, est carrément modifiée. Puis, ça contribue aussi à te forger, j'ai l'impression, le regard qui se forge au fur et à mesure qu'on grandit par rapport à des expériences plus négatives ou plus traumatisantes, contribue aussi au regard qu'on a à l'âge adulte au final. Ça veut pas, c'est en arrière de nous, hein, on le traîne, ces petits traumas, ces petites agressions, ça fait partie de toi. Puis après, ben, c'est ça, soit tu dépenses énormément en thérapie, et puis d'ailleurs, un petit message, hein, la thérapie, elle n'est pas abordable, faut la rendre plus abordable. Mais sur l'ego aussi, l'âge adulte, c'est pas ce que je caractériserais. C'est pas ce à quoi j'avais le plus hâte. Puis avec les responsabilités, puis justement la mise de côté de l'ego, j'avais lu un t-shirt là-dessus, là, sur. C'est comme. Le adulthood et pas le hood que je préfère, là, quelque chose de même. En tout cas, j'étais quand même, c'est exactement ça. Mais c'est qu'on pense que c'est le fun d'être libre. Mais tu sais, c'est que c'est le fun d'avoir une C'est le liberté. fun, ouais. En fait, c'est ça que je me suis dit. Tu sais, à un moment donné, j'ai dit ça, je suis comme, ah, finalement, je veux pas tant être libre, je veux redevenir enfant. Je suis comme, non, c'est pas que je veux pas être libre, c'est que je suis tannée de vouloir être libre dans une société qui m'empêche de l'être. C'est exactement ça. Parce que je veux l'être, mais je peux pas complètement l'être. Fait que techniquement, c'est ça qui est chiant avec être adulte, c'est s'adapter tout le temps. Fait que t'es pas vraiment libre, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? C'est exactement ça. Ouais. Qu'est-ce que vous vous souhaitez l'une à l'autre? Oh, on vient d'en savoir. Ouais, ouais. Ah.
Wow. Je peux y aller. Moi ce que, tu sais, on vient de passer comme, quand même plusieurs minutes ensemble, puis on se connaissait pas du tout avant, là, tu sais, c'est vraiment comme notre première rencontre. On rentre dans les sujets, là. C'est comme, ah ouais. Et écoute, on est allé quand même en profondeur. Ouais, Mais moi, ce que je te souhaiterais, c'est par rapport à ce que tu abordais plus tôt, tu sais, au niveau de ta démarche artistique, en fait, c'est de continuer à être en accord avec toi-même parce que je te trouve vraiment comme lumineuse. Puis, tu sais, on dirait que tu as vraiment identifié, tu sais, ce qui va te faire vibrer. Puis, en étant toi-même consciente de tes craintes ou de ta démarche, c'est de faire attention à la manière dont tu allais à la rencontre des personnes les plus vulnérables. Je trouve ça vraiment beau. Puis moi, je te souhaite vraiment de continuer dans cette ligne-là parce que, je pense qu'on en a énormément besoin. Je pense que on a besoin de faire entendre puis de faire résonner ces voix. Puis quand on est capable justement de s'ancrer dans une démarche pour faire résonner des voix qui ne sont pas entendues, qui sont effacées ou qui n'ont pas eu les outils pour faire résonner leur voix, je pense que c'est beau. Puis moi, je te souhaite vraiment là, de continuer là-dedans parce que je sais pas, je t'entendais parler de ta démarche artistique, puis je trouve ça magique quand on peut combiner les deux. De comme, rendre l'art au service de la société, puis de notre idéal, puis de pouvoir sortir justement des livres, puis de les lire, de s'en inspirer. J'adore les livres, mais d'aller à la rencontre. Puis je trouve ta démarche comme fabuleuse dans ce sens-là. Moi, je te souhaite que du beau et de continuer là-dedans. Ça me fait vraiment plaisir. Moi, ce que je te souhaite, j'ai beaucoup de choses à te souhaiter parce qu'il y a beaucoup de choses que tu m'as dit aujourd'hui. Je te souhaite de continuer. Je sais qu'on en a parlé, c'est être féministe puis être là-dedans, c'est de tout le temps se questionner. Puis je te souhaite de continuer ta démarche de réflexion, mais de continuer à te renforcer. Puis moi, je trouve que tu as vraiment une énergie qui est accueillante. Puis je pense sincèrement comme que ça te donne envie comme qu'on t'écoute, tu sais. Je pense que tu en as beaucoup à dire, puis ça a l'air tout positif, donc je t'encourage vraiment à continuer, puis de t'aimer, parce que pour vrai, moi, je pense que t'as pas de raison de, comme, si je sais qu'on se dit tout ça, là, mais je trouve comme, tu sais, continue à te faire confiance, parce que tu as l'air de savoir ce que tu fais aussi. Puis de vraiment, je trouve que c'est super que tu te concentres sur le féminisme intersectionnel, parce que je pense surtout en Occident, on en a besoin, surtout en ce moment. Donc, je te souhaite de continuer cette lutte-là et de prendre parole par rapport à ça, parce que je suis certaine que tu as plein de choses à dire sur ce sujet-là et on a besoin de l'entendre en tant que Canadien. Je te le dis, là, je suis Canadienne, j'ai ma famille, c'est des Québécois, on a besoin d'en entendre parler, ça, c'est sûr. Donc, voilà.